aujourd'hui sur la chaîne pour vous faire mon bilan du cocooning automnal. Alors je me mets devant une bibliothèque parce que là la luminosité est vraiment idéale. Comme ma chambre est exposée au nord, c'était que vraiment le matin que j'ai de la luminosité. Et en fait, à moins de vous tourner le soir avec la lumière, tout ça tamisé, je peux pas vous tourner dans ma chambre vraiment beaucoup quoi. Donc je me suis mis dans le salon, donc ça va résonner peut-être un petit peu. Les chats sont à mes pieds. Je me suis mis debout depuis, mais je crois que j'ai fait peut-être une vidéo depuis où je suis debout devant ma bibliothèque. Sinon je suis d'ailleurs tout le temps. Donc je vais essayer de reprendre le setting décor que j'avais fait au début. Oui, il y a encore mes décos d'automne que je vais enlever bientôt pour faire les décos de Noël et je vous montrerai, ne vous en faites pas. Alors il y a le parquet qui grince un peu, voilà, donc génial. Et j'ai tout de suite commencé donc pour le cocooning automnal challenge que j'ai totalement validé. Alors, ce challenge, il fallait lire. Donc j'avais choisi, donc il faisait du 1er novembre au 30 novembre, enfin il se déroulait du 1er novembre au 30 novembre. Et j'avais choisi de faire uniquement un seul menu et c'était le menu Promenons-nous dans les bois. Alors, la première catégorie, il s'agit de orange, vous avez dit orange. Pour cette catégorie, j'ai lu, je vais tout faire tomber, voilà. Pour cette première catégorie, j'ai lu Whitechapel de Sarah Pinborough qui est un thriller. Dans ce livre, donc, nous suivons un enquêteur, un docteur, enfin 2 docteurs et un enquêteur. Queen, tu laisses le trépied s'il te plaît. Et oui, je disais que nous suivons 2 docteurs et un enquêteur qui, ça se passe en 1888 à Londres. Et en fait, on a Jack l'Éventreur qui commence tout juste à sévir dans les bas-fonds de Londres, qui commence à tuer des prostituées, tout ça. On retrouve des troncs de femmes, après on retrouve d'autres éléments du corps. Mais non, ah, ça va être chiant avec les chats, hein, je vous cache pas, ça va être pénible. Là, j'ai joué un peu avec elle pour qu'elle soit plus calme, mais... Et en fait, on va avancer dans l'enquête petit à petit. Et c'est une bonne vieille enquête au 19e siècle, à Londres, avec cette petite touche anglaise que moi j'adore personnellement. Et on a aussi tout le côté morbide, anglais, mystérieux de Jack l'Éventreur que j'ai adoré. Donc au niveau des personnages, oui, on suit ces 2 docteurs, on suit également l'enquêteur. On va être aussi dans le point de vue de certaines prostituées quand elles sont sur le point de se faire tuer, ce qui vient vraiment nous immerger tout de suite dans le roman et surtout dans l'intrigue, dans le flux en fait du livre et de l'enquête. Donc on suit vraiment un seul personnage qui est très important, un docteur, et on va le voir vraiment mûrir et évoluer au cours de cette enquête parce que même s'il a déjà vu des crimes abominables, même s'il autopsie des corps, ça le touche quand même, mine de rien, et en fait on le voit évoluer, on le voit comprendre le tueur au fur et à mesure. Et moi j'ai bien aimé, vous savez, quand on est immergé dans la tête d'un enquêteur et on le voit qu'il change en fait au fur et à mesure à force de côtoyer des âmes viles. Ensuite, par rapport à l'histoire, donc l'histoire c'est une enquête assez, on va dire, assez banale, mais en fait pas tout à fait, parce que Sarah Pinborough vient nous mettre plusieurs détails au fur et à mesure de l'histoire. Je vous en avais parlé dans mon bilan du Rainbow Book session de lecture, vous l'aurez plus tard, hein. Mais je vous en ai déjà parlé, mais en fait Sarah Pinborough, en fait elle met des petits éléments, enfin je vous en ai déjà parlé, je vais vous en parler parce que sans doute que celle-ci va paraître avant. Et en fait ce que j'aime bien, c'est que vous savez, vous avez des éléments dès le début qui peuvent vous indiquer lui c'est le tueur. Et j'étais trop contente. En fait dès le début on voit plein de personnages différents, on voit les prostituées, on voit le tueur, on ne sait pas qui c'est, on n'a pas d'identité, on le voit à travers les yeux des prostituées et en fait elles ne font pas de description physique, ce qui est assez particulier par rapport quand même à l'histoire. Mais l'histoire elle va être vraiment jonchée plutôt d'éléments, de détails à décortiquer pour qu'on puisse mener notre propre enquête en même temps que le docteur. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant et tellement bien fait parce que c'est amené avec une délicatesse qui fait qu'on peut deviner qui c'est dès le début et en même temps on ne peut pas. Voilà, je ne sais pas comment expliquer, mais si vous connaissez si vous savez comment fonctionne, je veux dire, un script, tout ce genre de choses, vous pouvez essayer de deviner et réussir à savoir qui justement va être le tueur, qu'est-ce qui peut se passer ensuite. Moi j'ai eu quand même des belles surprises, il y a des choses qui se sont amenées et j'avais pas du tout prévu qu'elle fasse ça dans son livre, donc j'ai trouvé ça super.
Je rejoins du coup le texte par rapport à ça, donc on a des rebondissements, beaucoup, on a des surprises, j'ai pas du tout été déçue d'ailleurs tout le long au niveau de ce livre. Au niveau du texte, il est très fluide, il est plutôt intense parce qu'on a des détails qui sont assez crus quand même. Oui, parce que quand on retrouve des cadavres avec, qui sont en train de pourrir, genre, ils ont vraiment... Sarah Bimrose a vraiment fait une belle description des cadavres en putréfaction, hein, je vous le cache pas. Mais sinon, c'est vraiment une belle enquête qui est bien racontée. On est vraiment à fond dans ce style, vous savez, anglais, Jack l'Éventreur, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. On a une ambiance qui est mise en place pardon, par l'auteur. Et j'étais juste ravie parce que je voulais tomber dans cette ambiance-là, je voulais être dans ce côté anglais, victorien, mais on est dans les bas-fonds, on est vraiment dans les trucs un peu horribles, glauques et tout. Et j'étais en plein dedans, j'étais trop ravie. Par rapport au décor et aux ambiances, donc on évolue principalement dans Whitechapel, mais également dans un autre quartier qui est hyper mal famé, mais encore plus que Whitechapel, et je sais plus du tout comment il s'appelle. Après, ce qui est marrant, c'est qu'on a aussi un opposé, c'est qu'en fait on va dans les beaux quartiers pour suivre nos personnages parce que ce sont des médecins, ce sont des policiers, et ils côtoient des fois des belles familles. On va ensuite aussi aller dans les quartiers de la police, à la morgue, on va se balader un peu dans ce système-là de l'époque qui est plutôt intéressant à voir, même si on n'est pas immergé au point d'avoir tous les détails, toutes les informations de comment cela fonctionnait à l'époque. Concernant mes points négatifs, je n'en ai aucun. Je voulais une enquête victorienne avec Jack l'Éventreur, glauque, morbide, mais avec une petite touche d'élégance et de ce côté anglais qu'on aime tant. Et je suis pile tombée dedans, donc pour moi c'est le gros point positif et pas du tout un point négatif. Concernant mon avis général, moi j'ai vraiment beaucoup aimé Whitechapel. Je sais plus du tout comment je l'ai trouvé ce livre. Je crois que je l'avais vu passer sur une vidéo Booktube. Et j'avais été regarder ce que c'était. Et c'est vrai que j'ai jamais lu encore de livre par rapport à Jack l'Éventreur et j'avais trop envie de le découvrir. Je sais plus du tout quand je me le suis acheté. Je crois que c'était aux Utopiales. Oui, c'est fort possible que je l'ai pris aux Utopiales d'ailleurs. Mais celui-ci, voilà, si vous cherchez, je veux dire, un bon roman policier, un peu fantastique, mais qui se passe en Angleterre, sur Jack l'Éventreur au 19e siècle, qui est pas trop lourd, hein, qui est assez fluide au niveau de l'écriture, foncez là-dessus parce que vous allez avoir le côté historique, qui est allégé avec le côté fantastique, et en même temps vous tombez dans l'ambiance que vous cherchez à fond. Et j'ai un magnifique reflet de la part de la table, c'est super. Ouais, là, la lumière va un peu changer pendant que je vous fais cette vidéo parce que le soleil en fait est en train de tourner comme ça sur tout le salon. Ça va être magnifique. Ensuite, donc l'autre catégorie, c'était créatures surnaturelles, donc dérive des âmes et des continents de Soubangi Sarap. Ce livre-là, je fais que vous en parler. Alors, il s'agit d'un livre de la rentrée littéraire qui n'a pas du tout fait parler de lui, hein, il est resté un peu dans l'ombre des grands titres. Et donc dérive des âmes et des continents. Nous suivons un couple donc indien qui vient de se marier et qui décide de partir dans des îles pour faire leur lune de miel, pour vivre un peu tous les deux, tout ça. Les deux ont eu une grosse influence de la part de l'Angleterre, parce que je crois que le mari a fait ses études là-bas, la jeune femme aussi. Mais ce qui la rend plutôt très particulière, c'est qu'en fait elle peut voir les esprits, elle peut voir les esprits des morts. Donc oui, c'est des créatures surnaturelles en soi, mais c'est pas celle auxquelles je m'attendais. Parce qu'en fait, la femme va voir vraiment tous les morts qui sont sur cette île. Donc par exemple, un soldat qui ne sait pas que la guerre est finie, qui est totalement... voilà. Va y avoir des vieilles personnes, il va y avoir des animaux. Il va y avoir il y a quand même des créatures surnaturelles spéciales, spécialement je veux dire qu'on voit dans la mythologie indienne, ce qui est très intéressant d'ailleurs à découvrir, mais je m'étais totalement loupée, je veux dire, en choisissant ce livre, parce que je pensais qu'on était parti sur l'Asie et tout, les créatures asiatiques. Pas du tout en fait, je me suis juste gourée de continents quoi. Mais c'était c'était intense déjà et c'était hyper intéressant. Donc au niveau des personnages, nous suivons non seulement le couple, mais également d'autres personnages secondaires qui viennent se rajouter, bien sûr. J'ai pas grand chose à dire par rapport au couple parce que je vous avoue que j'ai surtout fait attention à l'histoire pour le coup, parce que c'est très intense, il y a énormément de détails. Et je me suis pas du tout attachée vraiment aux personnages, pour moi c'était vraiment... ils faisaient un peu partie du décor du livre.
j'étais vraiment concentrée sur le flow. Concernant justement l'histoire, elle est hyper riche, que ce soit en détails, en description, mais également en faits historiques, je veux dire de l'Inde, en faits mythologiques de l'Inde. Moi j'ai vraiment eu un voyage pour aller en Inde avec ce livre parce qu'il y a un aspect de ce pays que je ne connais pas du tout. Ma mère y est déjà allée, elle nous avait un peu raconté, elle nous avait montré des photos. Moi j'ai aussi une part de connaissance de ce que j'ai vu sur des documentaires, tout ça. Mais là j'ai vraiment une grosse immersion dans ce mode de vie, dans cette vision des choses, parce que les Indiens ont vraiment un rapport avec la vie en général, avec les animaux, tout ça qui est très particulier, et on l'a dedans, ça se fait ressentir. Mais oui, c'était à la fois un voyage culinaire, un voyage mythologique, historique, c'était une immersion mais totale dans l'Inde et dans le quotidien des Indiens. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y avait des mots très compliqués parce que bien sûr, ils font référence à des faits de la mythologie, à des faits aussi connus, je pense, de l'Inde. Mais également, voilà, Subhankisvara, ça vous donne une idée du style en fait, de nom ou même de ville, de titres de ville que vous pouvez retrouver à l'intérieur. Moi j'ai eu un peu de mal là-dessus, j'ai un peu buté quand même sur les mots. Mais par rapport justement au texte, il est très bien écrit, donc s'il est peut-être un peu dense, c'est un peu trop riche à des moments, hein, vraiment faut s'accrocher. Et comme je vous le disais, le texte et l'histoire prennent vraiment le pas sur les personnages, en tout cas ça a été mon cas. Je me suis vraiment pas du tout accrochée aux personnages, je me suis concentrée sur ce qu'ils disaient, sur leurs explications, sur ce qu'ils montraient de leur pays, ce qu'ils racontaient. On a vraiment aussi, oui, ce côté de raconter quelque chose. Je pense que c'était voulu de la part de l'auteur, mais on est là vraiment pour écouter une histoire, écouter un pays. Et j'ai trouvé ça tellement bien fait, tellement bien écrit. Et j'ai pas l'habitude qu'on m'emmène comme ça dans un autre continent. Déjà, j'étais partie moi sur l'Asie, donc ça a été une grosse surprise de partir en Inde. Alors, la troisième catégorie, il s'agit de meurtre et horreur. Et j'avais choisi de lire Blanche-Neige de L.P. Sicard pour celui-ci. Alors oui, Blanche-Neige, je l'ai lu donc pour cette catégorie et il s'agit du premier tome des Contes Interdits. Alors les Contes Interdits, oui, vous avez des numéros de tomes, mais vous pouvez les lire dans le désordre. Moi j'ai commencé par Peter Pan qui est le tome 3 pour vous dire. Et en fait comme chaque tome est sur un conte, ça n'a pas d'importance dans quel ordre vous les lisez. Blanche-Neige, déjà ça se ressent que c'est le premier volume parce que le point de vue, L.P. Sicard, c'est lui aussi qui avait fait Peter Pan. Et je vois une grosse différence déjà par rapport à la plume. Et même au niveau de la manière dont c'est raconté. Il y avait différents points de vue pour Peter Pan, alors que là on reste vraiment sur Blanche-Neige. Et je sais pas, il n'était pas raconté de la même façon, j'ai l'impression. Je sais pas si c'était voulu de la part de l'auteur ou est-ce que c'est juste parce que c'est un conte différent. Concernant donc Blanche-Neige, donc on est sur une jeune femme qui vit... qui est dans un hôpital psychiatrique, voilà, qui est mais juste torturée psychologiquement et physiquement tout le temps, H24, qui ne sait pas pourquoi elle est là, elle est sûre qu'elle est innocente mais elle ne sait plus pourquoi elle est là, et elle va réussir à s'enfuir grâce à l'aide d'un des médecins, d'un des gardes, oui des gardes soignants, je sais pas si ça se dit comme ça, et elle va s'enfuir pour aller dans un autre enfer, voilà, et je peux pas vous en dire plus parce qu'en fait il y a quelques complications au niveau de la compréhension du texte et en même temps tu te dis waouh, si c'est vraiment ça, bah chapeau. Mais je vais pas vous en dire plus parce que je vais maintenant vous faire plutôt ma chronique. Donc au niveau des personnages, on suit principalement Blanche-Neige. On va ensuite suivre un petit peu son aide-soignant. Et ensuite quand elle va partir, on va découvrir donc les 7 nains, la méchante reine et d'autres personnages assez compliqués d'ailleurs à percevoir tout ça et à comprendre. Mais on reste principalement sur Blanche-Neige et c'est l'essentiel en fait du livre. Blanche-Neige, je l'ai bien aimée en tant que personnage, même si elle laisse, vous savez, une sorte d'impression un peu floue, comme vous savez, comme quand vous mettez votre main sur une vitre et qu'en fait la condensation fait que vous voyez votre empreinte. C'est un peu ça, elle laisse pas une impression trop forte, mais juste une légère trace après la lecture. Et elle... Je sais pas, c'est un peu comme si on avait l'esprit plutôt de Blanche-Neige plutôt que sa personne en soi. Je sais pas si ça fait beaucoup de sens. Mais oui, c'est un personnage qui est un peu effacé, un peu passif, mais en même temps qui prend pas vraiment à l'histoire et qui est là en fait. C'est le personnage principal, mais en même temps, il est présent sans l'être vraiment. Est-ce que ça fait du sens?
Concernant l'histoire, alors l'histoire est glauque, hein, vraiment, là on est sur du glauque mais de fou. Rien que pour vous dire, c'est pas dans la quatrième mais je pense que je peux vous le dire, mais dès le début on a un viol qui est décrit mais dans les moindres détails. J'ai eu énormément de mal, ça m'a donné envie de pleurer pour vous dire à quel point, mais c'est juste horrible. Sombre, glauque, macabre, malsain, tout ce que vous voulez, mais je savais dans quoi je m'embarquais avec ce livre. Et voilà, j'étais pas du tout déçue, c'était pas génial à fond, parce que sinon ça serait bizarre de dire ça, mais sinon oui, c'était un très bon livre d'horreur et de glauque, à 100%. Concernant donc oui l'histoire, on est sur principalement Blanche-Neige, voilà, qui est dans cet hôpital psychiatrique, qui sait pas pourquoi elle est là. Elle vit un enfer total hein, dans cet hôpital, elle est traitée comme... elle est déshumanisée. Elle est vraiment mais maltraitée à un point pas possible. Les personnes qui doivent l'aider en fait ne l'aident pas du tout. Est-ce que vous voyez un peu l'hôpital psychiatrique dans la saison 2 de American Horror Story? Et bien en fait on est sur la même ambiance. C'est malsain en souhait. Il les aide pas, il les maltraite au possible. Alors que là on est centré vraiment sur Blanche-Neige. Du coup on sait pas trop comment sont les autres pensionnaires. Et quand t'as réussi enfin à s'évader de là, c'est pour atterrir en fait dans une autre... dans un autre endroit qui est encore pire que ça en fait, et c'est juste abominable. Ce qui est particulier, c'est qu'en fait, même si on a cette lueur d'espoir en même temps que Blanche-Neige, qu'elle retrouve ses souvenirs, qu'elle se souvient de qui elle est, pourquoi elle était là-bas, tout ça, c'est un espoir, on sait qu'il est un peu vain en fait, tellement les choses sont désespérées, tellement c'est horrible tout ce qui se passe. On sait que c'est limite, ça sert plus à rien d'espérer, vous voyez ce que je veux dire? On est limite résigné pour elle en même temps qu'elle. Concernant mes points négatifs, j'en ai pas vraiment. J'ai bien aimé ce livre-là, je m'attendais à retrouver un livre horrible et glauque, et c'est exactement ce que j'ai eu, donc aucune déception. Concernant mes points positifs, j'ai bien aimé parce que c'était une belle réécriture quand même de Blanche-Neige. J'ai vraiment du mal à parler, en punaise. C'était vraiment une très belle réécriture de Blanche-Neige. J'ai bien aimé la façon dont il l'a tournée, et en même temps je m'attendais à autre chose. Je m'attendais vraiment à retrouver plus le côté, vous savez, conte de fées, alors que là on était vraiment immergé dans le monde réel. Pour Peter Pan, on était un peu plus vraiment sur le conte de fées. Là, j'ai eu du mal. Genre, si tu sais pas que c'est sur Blanche-Neige, tu as 2-3 indications et pas plus. Après, c'est vraiment au fur et à mesure de l'histoire que tu dis « Ah mais oui, ce détail-là, c'était par rapport à Blanche-Neige. » En fait, il a mis plein de petits détails, il a semé plein de petits cailloux. Et c'est seulement à la fin qu'on se dit « Ah mais oui, tout ça, en fait, c'est les trucs qu'on voit dans Blanche-Neige dans le conte. » Et ça montre vraiment qu'il est bien fait, il est bien organisé au niveau des étapes et des éléments que l'auteur veut donner. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé, mais j'ai préféré Peter Pan quand même. Mais il était tout aussi bien. Donc concernant les contes interdits, celui-ci était au moins de 18 ans. Peter Pan, je vais vous montrer ça, je vais regarder tout de suite. Hein. Peter Pan, hop, c'est pareil, il était interdit au moins de 18 ans. Mais concernant les contes interdits, je vous conseillerais de commencer par... Peter Pan, il est peut-être... Non, en fait, les deux sont horribles. Non, je peux même pas vous dire lequel est le moins horrible. Les deux ont des éléments qui fait que c'est abominable. Si vous supportez pas les choses qui sont faites aux enfants, bah, plutôt commencer par celui-ci pour LP Sicard. Mais sinon, lancez-vous. Alors, quatrième catégorie, donc il fallait lire un livre sur une guerre quelconque, que ce soit fantasy, historique ou dystopique. Alors, pour cette catégorie, donc c'est un petit peu particulier. Je vous l'ai dit donc à la fin de mon vlog justement, je vous ai fait le montage ce matin. Et en fait, j'avais prévu de lire Les Caves du Potala. Les Caves du Potala, j'ai lu le tome 1, donc le tome 1. J'ai lu le chapitre 1, j'en ai 56 pages. Et en fait, j'ai déjà lu Fantaisie allemande de Philippe Claudel qui est sur la Seconde Guerre mondiale. Donc ça valide clairement cette catégorie, mais c'était lui que j'avais prévu quand même de lire. Et je vais quand même un peu vous en parler, même si voilà, je ne l'ai pas terminé ni quoi que ce soit. Alors les Caves du Potala, déjà ça me touche d'une manière assez particulière parce que ma mère est bouddhiste. Alors oui, les Caves du Potala, donc en fait c'est un livre de la rentrée littéraire, pareil, qui n'est pas hyper non plus connu, c'est de Dai Siji. Et donc ce livre-là, je vous en touche quelques mots dans une nouvelle vidéo qui va apparaître bientôt dans une nouvelle catégorie, vous verrez plus tard. Je vous ferai une petite annonce. Mais les Caves du Potala, oui, j'ai lu que le début, j'ai lu les 56 premières pages qui correspondent donc au chapitre 1. Et même si j'avais prévu de le lire pour cette catégorie-là, j'ai quand même validé le menu, mais avec Fantaisie allemande de Philippe Claudel qui est sur la Seconde Guerre mondiale.
Mais voilà, celui-ci peut correspondre à cette catégorie sans problème, comme c'est sur la Seconde Guerre mondiale, mais c'est lui que j'avais prévu de lire et je vais quand même vous en parler. Je ne l'ai pas terminé, donc ça va être une chronique assez courte. Je vais vous en parler dans sa globalité. Alors, les cas du Potala de Dai Seji, déjà c'est un livre qui me touche beaucoup. On est sur l'invasion du Tibet en 1968 et notamment du palais du Potala oui, qui est le palais du Karmapa, qui a beaucoup de statues, vous savez, de représentations du Bouddha. Pourquoi tu me mords les pieds, toi? Dégage. Pousse-toi, je tourne une vidéo. Il y a beaucoup, oui, de belles sculptures, de structures, de stupas. Les stupas, en fait, c'est des endroits sacrés qui contiennent des reliques. Et en fait, les lamas, les moines, tout ça, mais arrête de me mettre. En fait, ont une habitude, c'est une sorte de prière où en fait, ils vont marcher autour de ce stupa en restant un mantra précis. Et voilà, c'est juste un type de méditation en soi, un type de pratique pour les bouddhistes. Ça serait très compliqué d'entrer dans ces détails-là, mais c'est ça. Un stupa, c'est une sorte de structure avec un chemin en fait autour qui a été fait et c'est un endroit sacré, il faut le dire, c'est pas un peu, c'est un endroit sacré. Vous avez également beaucoup de peintures dans ce palais, beaucoup de représentations du Bouddha évidemment, mais beaucoup de lamas, beaucoup de peintres sacrés, enfin beaucoup de personnes qui y vivaient. Et en fait il a été envahi donc, par la garde rouge et on arrive là-bas où le palais a été pris d'assaut et on suit principalement un peintre, le peintre du Karmapa, enfin l'un des peintres du Karmapa, qui est alors Stanpa, et c'est l'ancien peintre du Dalai Lama, excusez-moi. Et putain, c'est lourd, c'est pas lourd, mais c'est hyper intense comme livre. Moi, ça m'a fait mal au cœur. J'ai lu que le premier chapitre pourtant. Alors, ce livre me touche d'une manière assez particulière parce que je suis sensible sur ce sujet. Ma mère est bouddhiste, j'ai déjà été dans un centre bouddhiste, j'ai déjà médité. Pas juste méditer, voilà, avec un hôtel comme ils appellent ça. Pendant une petite période, oui, j'ai été quand même un petit peu, pas bouddhiste, je peux pas le proclamer comme ça, mais j'ai déjà fait de la méditation dans ce sens-là. J'ai déjà assisté à des enseignements, j'ai déjà suivi des formations par rapport à certains aspects de ma vie personnelle, j'en parlerai plus sur ma chaîne secondaire. Et j'ai déjà rencontré le Karmapa, j'ai déjà rencontré le Dalai Lama, j'ai rencontré des lamas, j'ai discuté avec eux. Voilà, j'ai vraiment eu un regard sur cet aspect-là du bouddhiste. J'ai compris leur mode de vie, leur façon en fait, de voir les choses, leur rapport qu'ils ont avec la nature, avec toute vie en fait, et les énergies autour de nous. Donc j'ai vraiment cette sensibilité-là où je peux comprendre certains aspects du livre. Et vraiment, il est juste super bien écrit. Pour vous donner un passage de livre qui m'a vraiment émue, c'est que le peintre, à un moment donné, a le malheur de se faire remarquer par la garde rouge. Et donc le loup, donc c'est un garçon qui est hyper cruel de la garde rouge, qui est connu pour sa cruauté et ses tortures, va lui enrouler autour des yeux, en fait, autour de la tête et sur les yeux, un papier collant tue mouche, et en fait il sent une mouche qui est encore vivante au niveau de son œil. Et il fait pas le moindre geste parce qu'il a peur de la tuer en fait. Et ce passage-là, mais il est dans la pire des humiliations, dans la pire des punitions. Et juste, il pense seulement à la vie d'une pauvre mouche. Ça peut paraître aberrant pour ceux qui ne connaissent pas cette optique-là, mais ça m'a tellement touchée parce qu'on est vraiment dans cette optique-là du bouddhisme, où on fait attention à chaque vie. Et chaque vie est importante, tout ça. Et je suis qu'au premier chapitre, mais on est déjà rentré dans quelque chose d'horrible, de malheureux, de désespéré en fait, parce que les gardes envahissent ce palais, ils s'en prennent à ce peintre, ils l'humilient, ils le déshumanisent. C'est vraiment mais horrible, ils respectent rien du tout, rien de sacré, ils détruisent tout sur leur passage. Ils profanent vraiment les temples, les endroits les plus sacrés de ce palais. Et ça m'a énormément touchée, ça m'a fait vraiment mal au cœur, j'avais envie de pleurer. Je crois même que j'ai versé 2-3 larmes juste pour le premier chapitre. Ça va être vraiment une lecture intense, je vais l'emmener ce week-end là tout à l'heure parce que je vais chez mes parents et je vais en parler à ma mère parce que je vais peut-être le laisser d'ailleurs si je le finis.
Mais waouh, punaise, c'est que j'en suis qu'au début, il est hyper dur, hyper intense. Je vais quand même le lire jusqu'au bout, mais il est sensible. Oh mon Dieu, vraiment, j'en ai encore là et je vais la reprendre, mais j'apprends un petit peu de reprendre la lecture quand même. Pour la 5e catégorie, j'ai lu, donc c'était Wild Nature Writing, j'ai lu Sequan Island de David Val. Alors je souris parce que je peux vous déclarer maintenant que c'est mon coup de cœur de cette année. J'ai adoré David Val, j'ai mis vraiment beaucoup de temps à le lire et je pense qu'il y avait une raison parce que c'était peut-être pas le bon moment pour moi de le lire maintenant, enfin de le lire quand je devais le lire. Et là juste le fait de le lire, de le prendre, oh, j'avais envie de partir, de tout plaquer, d'aller en Alaska. Vraiment j'avais ce sentiment-là que c'était possible en fait. Et j'ai juste adoré. J'ai vraiment, mais ça m'a émue de plein de façons, ça m'a choquée de beaucoup de façons, j'étais vraiment tellement bien au moment de ma lecture, mais c'est un livre qui est magnifique de tout point de vue en fait. Alors, Sequan Island, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on suit Jim qui emmène son fils de 13 ans, Roy, je crois que c'est ça, dans une cabane isolée au milieu de nulle part, en fait, au milieu d'une île en Alaska. Et il l'emmène comme ça, on ne sait pas tout de suite pourquoi, et le gamin se retrouve un peu embarqué avec un père qui ne sait pas trop ce qu'il fait, et en fait ils sont tous les deux livrés à eux-mêmes, ils doivent tout faire eux-mêmes, se trouver à manger, tout ça, et au début tu te dis waouh, c'est intense quand même. Et on se retrouve face à ce côté hyper brut de la nature, de l'âme humaine, parce qu'on est confronté à soi-même dans ces situations-là. Le fait qu'il faut tout faire soi-même aussi, de se rapprocher aussi des choses naturelles. J'ai bien aimé cet aspect-là. Concernant les personnages, je ne sais pas si je les ai aimés en fait. Jim et Roy, je m'y suis attachée un peu à ma façon. Et rendu à un certain point du récit, c'était vraiment des personnages que oui, ils étaient là. Mais l'histoire était beaucoup plus importante. C'était un peu comme Subangui Sfarop. Voilà, tout à fait. Concernant l'histoire en soi, on est sur du nature writing, sans problème. On part voilà, au milieu de nulle part, vivre là-bas. Et on voit tout ce qui s'y passe, comment on est confronté à soi-même, confronté à la nature dans tout ce qu'elle a de plus grand. Et on a vraiment cette réelle confrontation tout au long du roman, qui est hyper important. Et on a aussi ce retour aux choses brutes, aux choses naturelles, qui est hyper agréable. Moi j'ai adoré, même si c'était pas forcément agréable pour les personnages, parce que comment on fait des planches, comment on fait ça, mince, si on n'a plus de denrées, comment on fait pour vivre. Il y a vraiment ce retour à tout ce qui fait qu'on peut vivre et qui est hyper important. D'ailleurs, par rapport aux choses importantes, il y a un questionnement sur qu'est-ce qui est vraiment vital pour nous. Et j'ai juste adoré ça, quoi. C'était intense, brut et en même temps délicat et assez poétique d'ailleurs. Mais oui, c'était une belle balade et une belle immersion également. Ensuite, concernant les décors, les ambiances, on est plongé mais au milieu de nulle part, quoi. C'est un cocon. En fait, on se retrouve vraiment piégé sur l'île avec eux et on est dans ce cocon de nature brute, de découverte, de balade en forêt qui est hyper intense, dans ce chalet en bois avec les lacs et les rivières à côté pour pêcher. Voilà, la végétation, c'était hyper agréable. Moi, j'étais immergée là-dedans à fond. C'était vraiment le bon moment pour le lire parce qu'on était dans une période où ça va un peu fraîche, un peu froide et tout, un peu mystérieuse, un peu embrumée, et c'est exactement dans ce style de cocon que j'étais pour ce livre. Le seul point négatif que j'ai du livre, ça va être Jim, le père, que je n'ai pas du tout aimé, mais ça c'est dû au point de vue de Roy, son fils, qu'on a eu pendant une bonne partie de l'histoire, parce qu'il s'est comporté d'une façon particulière, il a fait certaines choses à des moments de l'histoire et du coup Roy était énervé et moi j'étais tellement immergée dedans que ça m'a énervé aussi et je l'ai détesté pour ça et j'étais en fait dans les mêmes sentiments que Roy et c'était très particulier. Par rapport au point positif, c'est mon gros coup de cœur, donc vous en doutez que là j'en ai énormément. Rien que pour cette immersion en Alaska, c'est juste l'une des raisons parce que j'adore les choses, vous savez, j'aime bien ce rapport au naturel, au brut. C'est une ambiance que j'aime beaucoup, qui est très hygge, qui est très danois. J'aime bien aussi, vous savez,
ça m'a rappelé les documentaires qu'on peut avoir sur je sais plus quelle chaîne, mais où justement les personnes qui partent en Alaska, qui doivent tout faire eux-mêmes, qui doivent construire leur propre maison, vivre avec leurs propres moyens. Et j'adore ces émissions-là, et du coup ça m'a rappelé ça. Et j'étais juste mais tellement bien pendant la lecture. J'étais à la fois, j'avais plein d'émotions différentes qui me traversaient, et en même temps j'étais en Alaska, j'étais dans ces forêts avec Roy et Jim, et j'étais juste tellement bien. Pour mon avis général, du coup, pour terminer sur cette chronique, Sunken Island, si vous hésitez vraiment à le lire, que vous voulez pas vous lancer, vous osez pas, honnêtement allez-y. Peut-être voyez dans quel mood vous êtes en ce moment. Et si jamais vous avez un temps de pause, que vous voulez un petit peu partir à l'aventure, lisez-le, parce qu'en même temps vous avez cette découverte, ce voyage sur une île, vous allez être immergé dans une ambiance assez particulière. Vous allez dans la végétation, dans la forêt, mais en même temps, avec Jim et Roy, vous allez avoir beaucoup d'émotions qui vont venir imprégner votre lecture, qui vont venir vous traverser, vous émouvoir, tout ça. Et c'est un livre qui est assez sensible et très beau. Donc vraiment foncez, allez-y si vous l'avez toujours pas lu, parce qu'il est juste magnifique. Pour la dernière catégorie, il fallait que je lise un thriller, un policier ou de la dark romance. À la base, je devais lire Ne vous retournez pas, qui est un thriller. J'ai pas du tout le temps. Et comme pour le Rainbow Book, j'en ai lu un autre qui marche très bien. Je me suis dit que je vais le prendre pour compléter ce challenge. Donc il s'agit de Nécrologie de Paul Cleave, qui est un très gros thriller. Comme je vous l'ai déjà bien chroniqué sur mon bilan de Rainbow Book, je vais aussi passer rapidement dessus pour clore justement cette vidéo. Nécrologie, on est à peu près à la même période que Le Boucher de Christchurch. Ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite à aller voir la vidéo où j'ai parlé d'un employé modèle. Dans le vlog que j'ai fait d'ailleurs, je vous mets tous les liens dans la barre d'informations pour ce livre là. Mais on est à peu près à la même période, et on va suivre donc un enquêteur chevronné qui a raccroché il y a 2 ans. Et en fait, je sais pas d'ailleurs ce qu'il foutait là, mais à un moment donné on se retrouve dans un cimetière avec lui. Ils sont en train d'exhumer un corps, et pendant qu'il l'exhume, comme ça fait bouger un peu le terrain du cimetière, on a plein de cadavres qui remontent le lac. Et du coup va commencer une histoire où il va comprendre que il y a 2 ans, il commençait à avoir des crimes assez importants, et c'était pas le bon moment à mon avis pour accrocher. Et c'est peut-être sa faute d'ailleurs qui est ce genre de crime. Et on va vraiment rentrer dans une enquête qui est assez vieille de 2 ans. Il y a ce côté du passé qui revient beaucoup. Et on va surtout rester sur cet enquêteur. Mais la question est-ce que c'est le boucher ou est-ce que c'est un autre tueur? J'ai juste adoré ce livre. Moi j'ai bien aimé parce que déjà le personnage principal, il avait un humour, un côté blasé que j'adore beaucoup. Je ne vais pas vous reprendre l'anecdote que j'ai dit dans l'autre bilan. Mais il est face à des situations qui sont hyper morbides et il reste blasé, en mode c'est normal, tout va bien. Et j'ai juste adoré ça. Dans Un employé modèle, j'avais un peu ça, mais plus du côté du tueur. Après, le point particulier, c'est que c'est pas du tout écrit de la même façon. Dans Un employé modèle, on était dans la tête du tueur, vraiment tout le temps. Et on avait ce côté où un coup c'était le tueur, un coup il vivait sa vie quotidienne. Alors que là, on est sur le policier, on est sur d'autres points de vue. C'était vraiment beaucoup plus riche, beaucoup plus dense, et j'ai eu un tout petit peu plus de mal du coup à rentrer dans le livre vraiment bien comme il faut, à m'immerger dans l'enquête. Mais sinon c'était aussi un très bon livre. Moi j'ai bien aimé la plume de Paul Cleave, vraiment là l'histoire était assez agréable. L'enquête, j'ai bien aimé mais sans plus en fait. L'enquête était bien tournée, c'était là, mais il me manquait quelque chose pour faire que c'était en mode genre oh mon dieu, comme un employé modèle, tout ça que j'avais adoré. Il manquait pas grand chose, hein, mais je pense que je vais lire d'autres de cet auteur parce que c'est le 2e livre que je lis, que j'aime bien, que j'ai 2 écritures un peu différentes, 2 aspects différents de sa plume, et j'aimerais bien voir laquelle est la bonne. Globalement, j'ai aimé vraiment tous les livres de ce challenge. J'attends de voir pour les Caves du Potala ce que ça va donner, mais c'était à la fois des belles lectures, très intenses, très chargées en émotions. Et ça m'a fait du bien de lire à ce point en fait avec ce rythme là, parce que ça faisait plusieurs jours là où j'avais pris l'habitude sur ma pause du midi d'en lire au moins 2. Et c'était un rythme très soutenu, mais j'étais ravie de ça parce que ça m'a permis de déjà avancer dans mes challenges et de lire beaucoup de livres. Je m'attendais pas à ce que Sunken Island soit un coup de cœur, mais je suis ravie que ce soit le cas. Et j'ai hâte de voir ce que la fin de l'année me réserve. Et puis en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, je vous souhaite une très bonne lecture.